Bonjour à tous, je suis Alexandra Aubrier, journaliste à l'AGFI Hebdo. Je vais animer cette première table ronde. Je vous prie d'accueillir Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif, Hervé Hatt, PDG de meilleurtaux.com, Nicolas Le Sur, le président de Financement Participatif France et représentant du métier du prêt, Maryvonne Marie, chef du service de contrôle des intermédiaires de l'ACPR, et Fabrice Pesin, médiateur national du crédit aux entreprises. Bienvenue, merci d'être avec nous pour cette table ronde consacrée au crowdlending, ou financement participatif sous forme de prêt. Nous allons nous intéresser à son impact sur le financement de l'économie. Et pour revenir légèrement en arrière, je vous rappelle que le financement participatif, donc sous forme de prêt, est encadré depuis l'entrée en vigueur d'une réglementation spécifique le 1er octobre 2014. Cette nouvelle réglementation a créé le statut d'IFP, ou intermédiaire en financement participatif, un statut que les plateformes de prêt peuvent acquérir sous certaines conditions. Et l'exercice du métier d'intermédiaire en financement participatif répond également à certaines obligations. Et les plateformes sont régulées par la CPR. Alors, concernant les montants, chaque prêteur peut prêter jusqu'à 1 000 € par projet et chaque projet peut lever jusqu'à 1 million d'euros. On reviendra évidemment sur l'encadrement du métier avec Maryvonne Marie. Alors, tout d'abord, Nicolas Le Sur, je m'adresse à vous, pardon. Vous êtes donc à la tête de Financement Participatif France. Vous connaissez très bien le métier du prêt, vous le pratiquez depuis quelque temps déjà. Combien de plateformes existent? Quels montants ont été prêtés? Combien d'entreprises ont emprunté? Et combien de prêteurs ont mis de l'argent sur les plateformes? Faites-nous une sorte de petit panorama du prêt dans le financement participatif. Oui, merci. En fait, combien de plateformes existent? Je vais me référer aussi aux chiffres de l'ORIAS, puisqu'il tient le compte des intermédiaires en financement participatif. Et si j'ai bien lu le communiqué de presse de la semaine dernière, il me semble qu'il y a 38 plateformes actives sous forme de prêt. Après, si on regarde le prêt d'un point de vue un peu moins réglementaire comme moi, on va dire, moi je considère que les obligations sont du prêt, donc on pourrait également y associer les conseillers en investissement participatif qui font des obligations, même si ce n'est pas nécessairement le propos de la table ronde. Alors ces plateformes, elles ont prêté environ une trentaine de millions d'euros de prêts rémunérés l'année dernière, plus 5 millions non rémunérés. Donc ce sont des montants qui sont probablement encore jugés assez faibles, mais l'année dernière était la première année finalement d'entrée en vigueur de la réglementation, donc c'est la naissance des plateformes l'an passé. Ces plateformes, elles ont permis de financer environ 500 projets, essentiellement d'entreprises, souvent des petites entreprises. Vous dire combien de prêteurs, je dirais qu'il y en a, c'est difficile de les compter parce qu'il y a une problématique de dédoublement d'une plateforme à une autre, mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a probablement entre 12 et 15 000 Français qui ont prêté de l'argent de manière rémunérée à ces entreprises et probablement quelques milliers de plus pour le prêt non rémunéré. Sachant que le prêt non rémunéré existe bien évidemment depuis plus longtemps, depuis 2008, si j'ai bonne mémoire, la première plateforme qui est Babylone. Ok, alors quels sont les taux moyens pratiqués et quel type d'entreprise et quel type de projet ont recours au financement participatif? Alors les taux d'intérêt varient entre 5 et 10%, pour donner une grande fourchette. C'est une moyenne de 7% environ. Et en fait, ça permet de financer essentiellement, quand on regarde les typologies de projets, des projets qu'on qualifierait d'investissement immatériel. Ce qu'il faut avoir en tête ou à l'esprit, c'est que les plateformes ne demandent pas de garantie sur les financements qu'elles permettent d'obtenir. Et de ce fait, elles ont permis, depuis qu'elles existent, d'ouvrir un petit peu le champ d'un certain nombre de typologies de financement qui étaient mal appréhendées, on va dire, par le système traditionnel. Alors je pense par exemple à des financements de type besoin de fonds de roulement, recrutement, financement de stock, export, travaux. Tout type de financement qui finalement, comme ils ne peuvent pas faire l'objet d'une prise de garantie, sont plus compliqués à octroyer pour une banque, parce que s'il n'y a pas de prise de garantie, il n'y a pas de refinancement auprès de la Banque centrale. Et par ailleurs, ces financements permettent d'aller sur des... Enfin, pour être tout à fait clair, ce sont des entreprises qui sont toutes généralement financées par une banque. En général, ce sont des financements qui sont complémentaires à un financement bancaire.
Ce n'est pas des entreprises qui sont soit délaissées par les banques et qui sont au bord du dépôt de bilan, ni des entreprises qui ne sont pas suivies par des banques. En revanche, ce sont des financements qui viennent compléter un plan de financement. Typiquement, la banque fait le crédit pour acquérir le local commercial et la plateforme va permettre de réunir le montant pour prêter pour les travaux, par exemple. Merci. Fabrice Pesin, donc vous êtes médiateur national du crédit aux entreprises. Quel type d'entreprise vous voyez arriver auprès du médiateur ? Alors, auprès du médiateur, on a toutes les entreprises qui ont des difficultés de financement. Mais pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Nicolas, on a aussi des entreprises, en effet, qui ont du mal, en effet, à financer leurs dépenses immatérielles. Et pour nous, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a développé un partenariat avec les plateformes de financement participatif en décembre dernier, justement pour essayer de trouver des solutions au financement de l'immatériel. Juste, moi, je voudrais compléter ce que vient de dire Nicolas. Je crois qu'on est aujourd'hui, enfin, en tout cas, les banques sont dans un nouvel contexte prudentiel. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de Bâle 3, mais de fait, elles sont en train, et de fait, c'était fait pour Bâle 3, de changer petit à petit leur comportement de distribution de crédit. Et il y a aujourd'hui un vrai sujet pour moi de faire apparaître dans le paysage des financeurs que j'appellerais dits alternatifs, en tout cas qui peut-être ont des critères légèrement différents du système bancaire traditionnel qui, lui, est soumis à des nouvelles règles. Et ce qui est important en tant que médiateur du crédit, c'est justement d'être sûr que toutes les entreprises trouvent justement des sources de financement qui correspondent à leurs besoins. Aujourd'hui, si vous voulez, à la médiation du crédit, j'ai très peu de dossiers pour des problématiques de financement de l'immobilier. Il y a zéro sujet pour financer de l'immobilier, parce que l'immobilier, ça se prend très facilement comme garantie, il n'y a pas de sujet. La machine-outil, dès que c'est un actif physique, il y a aussi des solutions pour des prises de garantie. Les banques savent très bien faire ça. En effet, pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, le sujet, c'est plus l'immatériel, les dépenses d'innovation, de marketing, de tout ce que vous voulez, de la formation des salariés, du logiciel, où là, c'est en effet parfois plus compliqué parce que ça ne peut pas être mis en garantie au niveau d'une banque. C'est donc beaucoup plus consommateur en termes de fonds propres pour les banques. Et donc là, il faut trouver parfois des sources alternatives de financement, et les plateformes de crowdfunding sont une solution. Il y a d'autres solutions, les fonds de prêt de dette par exemple, mais ce qui est aujourd'hui important, c'est que dans le paysage et dans le paysage de la dette, il y ait en effet finalement une diversité des sources de financement, dont les plateformes crowdfunding, et surtout une diversité au-delà des sources elles-mêmes, diversité des caractéristiques offertes, avec ou sans garantie, amortissable, in fine, et puis aussi des maturités qui peuvent être différentes. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et justement, en quoi consiste exactement le partenariat que vous avez signé avec Financement Participatif France ? Concrètement, ça se traduit par quoi ? Alors, lorsque on reçoit des dossiers, alors on reçoit beaucoup de dossiers à la médiation du crédit, il y en a qui sont liés à ce qu'on appelle des difficultés de financement qui viennent de difficultés financières, c'est-à-dire des problèmes de fonds propres, des problèmes de résultats parfois déficitaires. Là, ce n'est pas nécessairement des dossiers qui ont vocation à rebondir sur une plateforme de financement participatif. Mais c'est plus, moi, ce que j'appelle des dossiers qui sont des difficultés de financement, mais qui ne sont pas liés à des difficultés financières. Donc, typiquement, en effet, le financement de l'immatériel, la boîte est saine, il n'y a pas de sujet, elle a des fonds propres, elle a des résultats, mais on voit bien que peut-être elle n'a pas obtenu satisfaction auprès de son banquier. Elle n'a obtenu, par exemple, que partiellement satisfaction. Un entrepreneur qui demandait 300 000 euros, le banquier lui dit bon, OK, 200 000. L'entrepreneur est un peu frustré. Et là, en effet, nous, s'il vient nous voir, on va peut-être lui indiquer, ben voilà, il y a une solution, peut-être, là, une plateforme de financement participatif en combinaison avec du financement bancaire. Voilà. Alors après, attention, on va informer le dirigeant. Après, c'est de sa responsabilité, hein, la médiation du crédit. On n'est pas vraiment des conseillers. On informe, on peut accompagner, mais de toute façon, à la fin des fins, c'est la responsabilité du dirigeant d'entreprise de s'adresser vers une plateforme de financement participatif et pour, j'allais dire, solutionner sa demande de crédit. Donc c'est plus un rôle d'information et d'orientation.
Bah, tout à fait. Nous, à la médiation du crédit, parfois, on fait de l'ingénierie financière. Pour autant, après, c'est vraiment la responsabilité du dirigeant d'entreprise. Évidemment, on peut lui informer, comme on l'informe, j'allais dire, de toutes les solutions de financement qui existent sur le marché. Mais celle-là en est une. C'est une nouvelle. Il faut petit à petit faire de la pédagogie pour que, j'allais dire, tous les entrepreneurs, finalement, s'approprient, l'air de rien, ces nouvelles règles. Hervé Hatt, vous êtes PDG de meilleurtaux.com. Vous avez lancé une activité de courtage en ligne pour les crédits professionnels qui s'appelle meilleurtaupro.com. Vous avez pris pour partenaires à la fois des banques et des plateformes de crowdfunding. Quelles entreprises vous sollicitent pour quel type de projet et dans quel cas les orientez-vous soit vers les banques, soit vers les plateformes? Alors effectivement, on a lancé en janvier de cette année meilleurtaupro.com, qui est un site de comparaison d'indications et d'intermédiation pour le financement professionnel. Et donc, en fait, nous recevons des demandes sur le site. On a lancé ça parce qu'en fait, on a à peu près 25 millions de visites par an sur le site. Et donc, c'est un trafic qui, naturellement, se prête aussi à des prospects qui sont des pros, des TPE ou des PME. Donc, avec meilleurtaupro.com, en fait, les prospects enregistrent une demande et on a un algorithme derrière qui les envoie soit vers un financement bancaire, avec des partenaires bancaires, et on intervient en tant que courtier, soit on est indicateur et on envoie le dossier vers des plateformes de crowdfunding, qui sont les grandes plateformes qu'on connaît maintenant bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir à peu près les chiffres. On a à peu près 1200, 1300 demandes par mois sur ce service, sans avoir fait la moindre promotion, la moindre publicité. Et on a un peu regardé les chiffres. Ce qui est intéressant, c'est de voir, alors je rebondis sur ce que disait Nicolas tout à l'heure, 30 millions d'euros prêtés en 2015. C'est intéressant de remettre ça dans le contexte parce que ça représente à peu près 0,03% de part de marché du financement des pros, des TPE et des PME en France. Les 99,9,7%, c'est du financement bancaire traditionnel. Donc il y a une place énorme. Aujourd'hui, le crowdfunding, en termes de chiffres, c'est totalement anecdotique aujourd'hui en termes de chiffres. Voilà, c'est le tout début, donc c'est intéressant d'avoir ce chiffre en tête. Ce qu'on voit, c'est que nous, les gens qui viennent déposer, enfin les entreprises ou les pros qui viennent déposer une demande sur notre site, parmi celles qui sont exploitables, et beaucoup ne le sont pas, parce qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont simplement pas exploitables, à peu près un tiers de ces projets relèvent du crowdfunding et 2 tiers relèvent du financement bancaire. Comme on vient de le dire à l'instant, il y a beaucoup de demandes de financement pour de l'achat de fonds de commerce ou pour des murs commerciaux. Donc ça, typiquement, ça va vers du financement bancaire. Et il y a à peu près un tiers qui relève potentiellement de l'IFP, et là, on est sur des projets qui, effectivement, ne se prêtent pas à une prise de garantie. Donc c'est un peu la coupure qui peut se créer. Donc voilà ce qu'on observe aujourd'hui. On observe qu'il y a cette espèce de dichotomie entre ce qui relève d'un financement bancaire, puisqu'il y a une garantie possible, et ce qui ne relève pas du financement bancaire. Et la proportion que nous, on note aujourd'hui, c'est à peu près un tiers, 2 tiers. Et concernant les taux d'intérêt, est-ce que les taux relativement élevés, enfin par rapport aux taux bancaires, sur les plateformes de crowdfunding sont dissuasifs pour ces entreprises ou pas? Alors là, vous posez une question qui est très aiguë. Il y a 2 choses. C'est que, en pourcentage nominal, oui, il y a une grosse différence entre les taux pratiqués par les banques et les taux pratiqués par les crowdfunders. Puisqu'on est aujourd'hui sur des taux pratiqués par les banques qui sont aux alentours se promènent entre 0,5 et 2%. Hein. On connaît des cas maintenant de financement d'entreprise à moins de 1%. Et typiquement, selon on parle d'un crédit de trésorerie ou selon on parle d'un crédit d'investissement sur plus de 2 ans, on monte jusqu'à 1,8, 1,9%, mais on est souvent à moins de 2%. Ça, c'est pour le financement bancaire. Comme l'a dit Nicolas, le crowdfunding, on est entre 5 et 10%. Hein, ça dépend des cas. Alors, en pourcentage, ça semble être une grosse différence. Ce qu'il faut bien voir, c'est que rapporté à la taille des projets et ramené en euros par mois, ce pourcentage n'est pas forcément très significatif. On peut parler parfois même simplement de quelques différences, de quelques dizaines d'euros. Donc là où le pourcentage peut être impressionnant, ramené en euros sonnant et trébuchant, ce n'est pas forcément une grosse différence. Donc dans beaucoup de cas, le taux d'intérêt effectif n'est pas très clivant en tant que tel. C'est plutôt, comme on l'a dit, c'est plutôt la nature du projet, garantie ou pas de garantie, rapidité, praticité, qui sont plutôt les éléments qui motiveraient le recours à un crowdfunder. Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif, vous êtes le représentant des banques pour cette table ronde. Expliquez-nous pourquoi les banques ne financent pas ces projets. Ça a été dit, les banques financent un certain nombre de projets. Ça a 2 ans, donc il ne faut pas croire qu'il n'y avait rien avant et que soudainement tout serait apparu. En revanche, ce qui se produit, c'est la conjonction de plusieurs éléments. C'est premièrement, ça a été rappelé, il y a certaines choses sur lesquelles les banquiers se sentent moins bien à l'aise que des projets où il y a des garanties et des capacités d'accompagner. Deuxième point important, c'est tout de même aussi cette problématique des taux d'intérêt qui
devient prégnante et qui va finir par peser sur toute la communauté, hein, même la communauté du crowdfunding, même si aujourd'hui les taux sont en différentiel plus élevés que celui des banques. Si la Banque Centrale Européenne continue sa descente en piqué des taux d'intérêt, ça va finir par se propager partout, et donc ça va finir peut-être même par poser un problème à terme à cette toute jeune communauté du financement participatif sous forme de prêt. Ce que je pense, c'est qu'il y a tout de même aussi une différence d'approche de problématique. C'est-à-dire qu'on voit bien que le banquier, il essaie, c'est son métier de base, d'avoir une vision globale de la demande de son partenaire, chef d'entreprise le plus souvent, et que, en fait, le plus souvent, cette question, si elle est prise globalement, cette question de partie immatérielle, etc., arrive à trouver sa place tout de même dans une vision un peu globale des choses. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui est important, c'est que le banquier, il est aussi là pour faire le découvert, le crédit de trésorerie lambda, hein, je veux dire, gérer le compte courant, et avec les variations qui vont avec, c'est le métier de base. Alors, moi, je pense que le développement du crowdfunding est utile. Alors, est utile d'abord parce que c'est un process qui donne de la visibilité, de la traçabilité. Je pense que ce qui est important, au-delà de l'aspect financier, c'est de faire partager à une communauté son projet. Et je pense que c'est ça qui est même un atout considérable. C'est toujours utile d'avoir un sparring partner, comme on dirait au tennis. Ça va être le banquier qui dit bof, votre truc, c'est intelligent, mais est-ce que ça vole votre histoire? Quand c'est une communauté qui vous renvoie, qui fait comme dans Blanche-Neige, miroir, beau miroir, et qui vous dit, bon, ton truc c'est bien, mais moi je ne prêterai pas, ça vous emmène vous-même à penser votre projet. Le deuxième point sur lequel j'insiste, qui fait qu'il y a une communauté, une identité de vision, banquier et crowdfunder, c'est la question de la confiance. Et le sujet clé, il est là. C'est est-ce que moi, banquier, je peux te faire confiance? Est-ce que tu peux me rembourser? C'est la même chose, bien sûr, du côté des crowdfunders. Donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition. Chacun a sa place. Dans ma maison, en tout cas, on a, depuis l'origine, pensé que ce n'était pas une rivalité de métier entre banquiers et plateformes de crowdfunding. Alors, avant de poursuivre sur les relations entre banquiers et plateformes, Maryvonne Marie, vous êtes en charge du contrôle des intermédiaires à la CPR. Comment la CPR a-t-elle appréhendé cette nouvelle réglementation, cette nouvelle activité, et quel est votre rôle? Alors le rôle de la CPR dans ce fonctionnement, il est celui comme il est avec tous les autres intermédiaires. Mais il y a quand même une grande différence parce qu'en fait, ici, jusqu'à présent, la CPR intervenait toujours pour les banques, pour les assurances et pour les intermédiaires qui travaillaient avec ces acteurs-là. Là, le cadre qui a été mis en place est particulièrement innovant sur beaucoup de sujets, et notamment sur un, qui est que sur la même opération, il convient de protéger, puisque c'est plutôt notre approche, à la fois le prêteur et l'emprunteur. Et c'est là où je rejoins ce qui vient d'être dit sur tout ce qui concerne le projet, parce que pour nous, c'est l'un des éléments majeurs, en fait, de ce cadre réglementaire. Il faut effectivement qu'il y ait de la confiance. Et pour qu'il y ait de la confiance, il faut que ça reste simple. Parce que justement, nous ne sommes pas en train de parler avec des professionnels qui ont l'habitude de mutualiser les risques, d'avoir une approche globale. Le prêteur, lui, il va regarder le projet sur lequel il veut aller. Et l'emprunteur, il n'est pas en train de discuter de l'intégralité de la solvabilité de son entreprise. Donc le projet a dans ce cadre-là un rôle particulièrement important, et la loi l'a prévu en disant que ça doit être un objet défini, un montant défini et une durée définie. Et effectivement, la CPR là-dessus aura pour rôle en particulier de regarder que la communication reste toujours équilibrée et que chacun, alors il y a bien sûr les entreprises qui vont chercher le financement, mais que de l'autre côté, le prêteur perçoit pleinement le risque qu'il prend dans le risque bien sûr d'illiquidité, mais le risque carrément de ne pas récupérer ses fonds. Merci. Alors, on reprend sur les relations entre banquiers et plateformes. Jean-Louis Bancel, donc vous êtes à la tête d'une banque assez innovante qui s'est intéressée très tôt au crowdfunding, même avant la réglementation. Et alors, dites-nous ce que vous pensez de ces plateformes, concrètement, où est-ce qu'elles en sont, pour celles que vous connaissez bien en particulier, et puis peut-être en général sur le métier, où est-ce qu'elles en sont de
de leur développement, de leur performance professionnelle, si on peut dire. Et je crois que vous avez signé effectivement des partenariats avec certaines d'entre elles. Pouvez-vous nous en parler de façon un petit peu plus détaillée? Alors, c'est peut-être parce que je suis un ouvrier de la première heure sur le sujet qu'on me met à la table ronde de la première heure, mais et c'est vrai que au Crédit Coopératif, on a découvert cette dimension nouvelle du métier de financeur à travers la finance participative en s'engageant à l'époque avec Babylone, dont nous sommes toujours partenaires. Et ce qui est important, c'est que très vite, par rapport à notre démarche historique, qui est une démarche coopérative, on a retrouvé une dimension importante et qui est très importante pour notre vision nous, du métier, qui est la traçabilité. Vous voyez, tout à l'heure, je remonte à Lille parce que je vais parler d'une dimension importante de ce que nous avons développé dans notre banque, qui est en fait une réinternalisation du crowdfunding d'une certaine façon à travers le livret Rêve 3, qui est troisième révolution industrielle, porté par la caisse, la Chambre de commerce du Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, c'est très intéressant parce que cette nouvelle manière de faire le métier historique nous a stimulés nous-mêmes, et aujourd'hui, pour nous, cette dimension traçabilité, nous l'avons réinternalisée. Alors, le secteur évolue bien, ça a été dit tout à l'heure par Nicolas en propos introductifs. Je pense que la France a su, collectivement, les acteurs du monde financier, y compris même parfois avec un petit peu de réserve au début, mais maintenant, ça y est, tous mes collègues m'ont rejoint, n'est-ce pas Nicolas? Aujourd'hui, tout le monde essaie d'avoir des partenariats avec sa plateforme de crowdfunding. Au début, on me regardait un petit peu comme un huron, mais ceci n'est pas grave, les choses évoluent bien. Parce que je pense qu'on a un cadre qui essaie de garantir, enfin j'insiste, la confiance. Pourquoi c'est important? Parce qu'on voit que dans d'autres pays qui sont partis peut-être plus vite que nous, plus tôt que nous, il commence à y avoir un petit peu des moments de fragilité. Je ne voudrais pas citer plus outre-Atlantique. Enfin, quand on voit une grande plateforme de financement participatif qui rentre en bourse à New York avec Flonflon et tout ce qui va avec, et la cloche, etc., et qu'aujourd'hui, ça cote la moitié de ce que ça a coté, et qu'on voit apparaître des contentieux et tout un tas de choses, méfions-nous. Alors certes, le pays du Far West, on aime bien tirer les premiers, etc. Je pense que ce n'est pas les manières d'être et les manières de faire françaises. Ce secteur doit continuer à prospérer. Nicolas l'a rappelé, il y a encore des nouvelles plateformes qui se créent, etc. Il y a ces éléments de contexte financier, je pense, qui vont peut-être amener à se poser des questions sur le modèle économique des plateformes elles-mêmes, parce que ce sont des entreprises, ces plateformes. Il faut qu'elles arrivent elles-mêmes à voler dans la durée, parce qu'elles-mêmes, elles ont des investisseurs qui y ont cru. Et donc, je pense qu'on va arriver, si je peux prendre cette image, dans une période de faux plats. Un peu compliqué, peut-être, mais je suis confiant dans le fait que les acteurs, à travers l'association professionnelle, est capable de faire avancer les choses. On va avoir une nouvelle mouture du code de déontologie, ça sera bien. Voilà, c'est en dialoguant qu'on arrive à bien faire progresser les choses. Notre pays a plutôt de quoi être fier, mais peut-être que le ministre nous donnera encore un coup de boost, je l'espère. Merci. Nicolas Le Sur, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé au départ, le lancement du crowdfunding, comment les banques ont accueilli ce nouveau métier et comment ça a évolué. Écoutez, comment elles ont accueilli ce nouveau métier, chacun a ses expériences. Jean-Louis l'a dit, il y a certains qui ont peut-être compris plus vite que d'autres, probablement en raison de certaines valeurs, qu'il y avait des choses à faire. Ce qui est assez paradoxal, je dirais, c'est qu'à un certain moment, beaucoup ont cru que c'était une forme de concurrence, ce qui est à la fois vrai et faux. Parce que si on résume une plateforme de prêt, on dit d'un côté c'est un produit d'épargne, il y a des gens qui prêtent, qui gagnent de l'argent, etc. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui empruntent, donc c'est une forme de crédit. Donc ça fait deux raisons de se voir en concurrent des banques. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'au fond, une plateforme, c'est quoi? C'est une place de marché. Et ça, je pense que c'est un schéma qui est très important à avoir en tête, c'est que d'un point de vue même pour le régulateur, finalement jusqu'à présent il y avait deux grands schémas. Il y avait le schéma de la banque qui est quelqu'un qui prête son propre argent et qui décide de prêter son propre argent en toute, j'allais dire, souveraineté. Puis il y a un deuxième acteur, c'est la société de gestion de portefeuille qui décide de prêter, il y a beaucoup de fonds de prêt maintenant,
non pas son propre argent, mais celui de ses clients, donc prêté pour compte de tiers. Mais c'est bien la société de gestion qui décide. La plateforme introduit, et la place de marché introduit un troisième élément qui va être quelque part, toute chose égale par ailleurs, plus proche d'un fonctionnement de type marché boursier, c'est-à-dire que ce n'est pas la plateforme qui décide qui va être financé ou qui va ne pas être financé, ce sont les gens qui prêtent dedans. Et donc, ça, c'est le cadre réglementaire. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant pour les banques? Parce que finalement, une fois que vous avez compris ça, si vous êtes une banque, vous avez plein de choses à faire avec les plateformes. Lesquelles? Vous avez des produits d'épargne et d'accompagnement ou de conseils pour vos clients, y compris demain sous forme de fonds. Et de l'autre côté, vous avez tout un tas de conseils à donner à vos clients pros ou associatifs ou que sais-je, pour les accompagner finalement vers ces plateformes pour diversifier leurs sources de financement. Mais de la même manière qu'une banque accompagne ses clients, ses grands clients du CAC 40 ou les grosses ETI émettre sur les marchés obligataires, demain, une banque de détail, on revient à la problématique de la disparition progressive des réseaux d'agences sur tout le territoire, un problème aussi territorial d'ailleurs, pourra accompagner une partie de ses clients vers les plateformes de crowdfunding pour maintenir l'ensemble de sa relation de conseil et élargir son spectre. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette vision-là, elle commence à être perçue par un certain nombre d'établissements de crédit, de mieux en mieux. Je crois qu'elle est perçue par les pouvoirs publics et c'est vers ce type de relation, à mon sens, qu'on va progressivement se diriger. Ça ne veut pas dire qu'ici ou là, il n'y aura pas de la compétition, mais la compétition, elle est saine, la concurrence, etc. Mais je pense qu'il y a, c'est une question de positionnement dans la chaîne de valeur qui est pas, on ne fait pas le même métier que les banques. Et donc, il y a des complémentarités à trouver. RDAT, vous qui êtes un observateur du marché, est-ce que vous avez déjà constaté des complémentarités, des collaborations entre banques et plateformes? Alors oui, on en observe. Ce qu'on voit, c'est comme ça a été dit, je vais être très rapide. Le crowdfunding, il repose sur 3 motivations. La première, c'est ce qu'on a dit, c'est la rapidité, la praticité, l'absence de garantie, numéro 1. Numéro 2, c'est le souhait d'avoir de la visibilité. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui, là je parle des emprunteurs, hein, il y a des gens qui apprécient dans le crowdfunding le côté visibilité. C'est une deuxième motivation qu'on a pu noter dans les quelques projets qu'on a vu surgir et se différencier un peu par rapport au financement bancaire. Et troisièmement, les crowdfunders vont là où les banquiers ne veulent pas aller. Parce qu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels les banquiers ne suivent pas. Voilà les 3 motivations. Je voudrais, juste pour être très spécifique, rebondir sur un point. Nous, chez Meilleur-Taux, on ouvre plus de 30 nouvelles franchises chaque année qui sont à chaque fois des SARL. Donc on a l'expérience de 30 créations d'entreprises chaque année. Aucun d'entre eux, au moment de sa création, n'a fait appel au crowdfunder. À chaque fois, c'est un financement bancaire. Totalement. Toujours un financement bancaire. Alors, comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure, parce qu'en fait, quand ils se lancent, ils ont besoin de 100 000 euros pour se financer, mais ils ont besoin aussi d'avoir un compte pro. Ils ont besoin d'avoir peut-être un découvert. Et donc, à ces moments-là, dans 100% des cas, les 90 agences qu'on a ouvertes entre 2014 et qu'on va ouvrir cette année, donc 90 nouvelles entreprises, nouvelles TPE, chaque fois, c'est un financement bancaire, parce qu'il faut le crédit, 100 000 euros, mais il faut le compte pro, il faut le découvert, etc. etc. Donc, ça montre bien l'importance fondamentale de ce financement bancaire. Et le crowdfunder, peut-être qu'il jouera un rôle plus tard quand ces agences ont besoin de financer un besoin spécifique. Mais je pense qu'il y a une petite réflexion à avoir. Est-ce qu'il y a de la place pour le crowdfunding lorsqu'il y a un financement bancaire à donner au départ? Mais il faut autre chose que le financement. Voilà, c'est un point intéressant. Alors là, je m'adresse à vous tous. Est-ce qu'on peut déjà observer des complémentarités, des partenariats, des collaborations entre banques et plateformes? Et concrètement, comment? Oui, enfin, j'ai pas voulu, puis je suis pas là pour faire de la publicité pour ma maison, mais aujourd'hui, nous sommes en capacité, c'est notre stratégie, que ce soit dans le don, parce que nous sommes une banque très active dans le secteur associatif, donc c'est un segment bien sûr important, que ce soit dans le haut de bilan, là aussi nous avons des partenariats, et je vois une partenaire là au premier rang, et nous avons dans le secteur du prêt à travers le mécanisme spécifique de garantie des choses. Ce qui est très important, c'est que nous avons toujours voulu donner du choix à nos sociétaires clients. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir se dire, en fonction de la taille, de la nature, et j'insiste sur cette dimension traçabilité, visibilité, etc., la solution crowdfunding apporte des choses que n'apporte pas la solution bancaire. Mais en revanche, elle a d'autres limites qui sont des montants ou d'autres choses.
il y a cette question aussi de rapidité, relative rapidité de mise en place, etc. Enfin, du côté bancaire, hein, ça peut être aussi très rapide. Donc, il ne faut pas non plus... Mais je pense que cette question de se mettre en vitrine, hein, est même très importante. Alors que par principe, on attend du banquier qui respecte le secret bancaire. Voilà, je vais chez le banquier parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de savoir comment je me finance. Et donc, on a besoin du choix. Et c'est ça que nous, on essaie de proposer à nos clients. Nicolas Le Sur également, l'intérêt du crowdfunding pour les clients des banques, notamment, ça peut être... Vous savez, il y en a pas mal d'opérations, quand vous regardez ce qui se fait sur les plateformes, qui se font en complément ou à côté d'un financement bancaire, parce que déjà, il y a déjà plein de cas dans lesquels les banques sont plusieurs sur un financement. Je veux dire, on appelle ça la syndication, c'est assez fréquent et du coup, ça rebondit sur ce que disait Fabrice Pesin tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le banquier va dire moi je peux faire 200, mais il faut 300, il faut trouver 100 ailleurs. Donc le 100, maintenant, on peut le trouver aussi sur une plateforme de crowdfunding. C'est pour ça qu'il y a pas mal de plateformes qui ont des projets qui sont souvent avec un deuxième, c'est le deuxième morceau du financement nécessaire. Et en revanche, effectivement, la finance participative, en tout cas à ce stade, telle qu'elle est conçue, etc., elle n'a pas vocation à remplacer les usages quotidiens du banquier et qui sont fondamentaux pour l'entreprise pour fonctionner. C'est-à-dire notamment tout ce qui est découvert, autorisé, etc. Donc c'est vraiment sur des besoins qui sont complémentaires, ce qui reste très important. Hein. Le crédit aux TPE-PME en France, c'est à peu près 80 milliards chaque année d'euros. Et on peut imaginer que l'arrivée des plateformes sur le financement de nouveaux besoins ou le complément de besoins existants étendent finalement ce marché de plusieurs milliards d'euros à terme. Voilà. Fabrice Pesin, vous constatez déjà l'intérêt de proposer du crowdfunding aux entreprises? Ça fonctionne? Oui, et surtout, moi je rebondis sur le sujet de la combinaison des financements. Pour moi, c'est fondamental et il y a pour le coup énormément de pédagogie à faire au niveau des entrepreneurs en disant voilà, vous pouvez combiner, n'ayez pas peur, les uns et les autres se connaissent. Les banques connaissent de plus en plus les plateformes, peuvent accompagner. Il y a une dizaine de jours, on a fait une présentation devant le MEDEF Île-de-France d'un dossier, une jeune entrepreneuse et là, on a montré la combinaison de 3 acteurs. C'était une banque commerciale, il y avait BPI France et il y avait une plateforme de crowdfunding. Et donc là, voilà. Alors évidemment, pour un entrepreneur, et ça c'est un vrai défi, on n'en a pas encore trop parlé, parce que si on se met au niveau de l'entrepreneur, il faut qu'il s'approprie toutes ces nouvelles règles. Et en effet, il faut qu'il justement n'ait pas peur de combiner. Alors, il peut se faire accompagner, ça c'est un autre sujet. Mais justement, combiner différentes sources de financement. Et en effet, ce qui est important, c'est que ces sources de financement sachent elles-mêmes travailler ensemble. BPI France avec des banques commerciales et des plateformes de crowdfunding avec BPI France comme avec des banques commerciales. Alors nous, en tant que médiateurs, évidemment, on peut aider, on informe, on essaie de faire de la pédagogie justement pour que toutes ces combinaisons dans tous les sens, j'allais dire, ne fassent pas peur et ne désincitent pas un entrepreneur qui voudrait se lancer dans un dossier complet. Mais on peut le faire, il faut le faire, il faut faire énormément de pédagogie. Là aussi, en fait, un des sujets pour nous, médiation, mais je crois pour tous, c'est qu'on parle là potentiellement à 3 millions d'entrepreneurs, et notamment de petites structures. Et donc, il y a un gros sujet de pédagogie, parce que dans cette salle, je crois qu'on connaît à peu près tous les règles, hein, mais il faut se mettre maintenant dans la tête de 3 millions d'entrepreneurs qui ne connaissent pas nécessairement toutes les règles et les subtilités des uns et des autres, et qui connaissent parfois encore moins cette possibilité de combiner. Ok, donc de la notoriété, des efforts de communication. Alors, du point de vue du régulateur, Marie-Vonne Marie, vous avez déjà commencé à contrôler des plateformes. Qu'est-ce que vous constatez dans leur fonctionnement? Est-ce qu'elles remplissent effectivement leur rôle de financer les entreprises? Est-ce qu'elles le remplissent correctement? Alors effectivement, tout d'abord un rappel, la CPR, contrairement à l'AMF, qui interviendra tout à l'heure, la CPR intervient après l'immatriculation des intermédiaires en financement participatif. Pour les intermédiaires en financement participatif, le premier point d'entrée, c'est le registre de l'ORIAS, où il convient de s'immatriculer. Et effectivement, on constate déjà un premier écart entre le nombre qui sont immatriculés, puisqu'il y en a 58, et le nombre qui sont dits actifs, puisqu'il n'y en a que 38. Alors, la CPR, effectivement, avait indiqué qu'elle commencerait à faire rapidement des contrôles, pour une raison évidente. Le cadre est souple, équilibré,
innovant. Mais il porte quand même, effectivement, toute l'idée derrière, c'est que ça soit rapide, facile, d'un accès très aisé pour à la fois le prêteur et l'emprunteur, mais celui qui est entre eux et qui donne du professionnalisme à l'ensemble, c'est l'intermédiaire en financement participatif. Le texte a prévu un certain nombre de règles de bonne conduite qui reposent beaucoup sur de l'information. Ce qui est attendu de l'intermédiaire en financement participatif, c'est qu'il s'identifie lui-même très, très facilement, qu'on sache de qui il s'agit. Bon, ça c'est pour toute la profession, c'est beaucoup mieux comme ça. Il vaut mieux tout de suite déterminer ceux qui affichent le label, puisque le gouvernement a souhaité mettre en place un label. Et ensuite, on attend de cet intermédiaire en financement participatif qu'il explique clairement quels sont ses critères de sélection des projets, quelle est l'analyse qu'il a faite. Parce qu'effectivement, nous sommes passés d'un financement auprès de la communauté, parce que ce dont on parle existait déjà auparavant. La seule chose, c'est qu'il prend plus d'ampleur. On est passé du financement par une communauté proche à une communauté un peu plus éloignée. Donc, de la confiance qu'on en accordait à la personne qu'on connaissait en face à face, cette confiance, elle s'est déplacée vis-à-vis de l'intermédiaire. Donc, celui-ci doit avoir des critères de sélection, doit informer les prêteurs, mais aussi les emprunteurs de ces critères de sélection, et bien sûr, il doit les appliquer. C'est une industrie qui reste encore jeune. Le texte est court, mais il faut quand même se l'approprier. Donc effectivement, il y a des améliorations à avoir dans la qualité de cette communication. L'ACPR, sur cette approche, a effectivement une approche assez pédagogique aussi, qui est qu'il y a de la place également pour ces acteurs-là, et qu'il faut leur laisser le temps aussi de connaître particulièrement ces sujets-là. Nous sommes de notre côté très attentifs à l'équilibre de la communication. Les plateformes ont accès à des informations sur un projet, sur un porteur de projet. Il leur appartient de mettre cette information à disposition des prêteurs d'une manière claire, exacte, non trompeuse, comme on le rappelle souvent, afin que le prêteur prenne des risques. Ça ne nous pose aucun problème, mais qu'il le fasse en étant particulièrement conscient des risques pris. Alors, concernant l'essor de la profession, puisque maintenant on a beaucoup de plateformes, l'activité est lancée pour un bon nombre d'entre elles. Nicolas Le Sur, en décembre, je crois, ou en septembre 2015, pardon, vous aviez, enfin, le financement participatif France avait formulé des propositions pour permettre au financement participatif de grandir. Qu'avait-il dans ces recommandations ? Alors oui, effectivement, au mois de septembre dernier, l'association avait formulé 15 propositions qui concernaient le don, le prêt et l'equity. Donc sur le prêt, il y avait ces propositions, elles concernaient plusieurs choses. Il y avait une première attente qui était de la part des intermédiaires en financement participatif de voir se relever le seuil de 1 000 € par prêteur et par projet. En fait, non pas qu'on souhaite forcément ouvrir à des gestes inconsidérés. Simplement, ce qu'on a constaté avec la première année d'existence des plateformes, c'est que les prêteurs s'auto-limitaient. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le monde qui est allé prêter 1 000 € parce qu'il avait le droit de prêter 1 000 € par projet. Le prêt moyen, c'est 200 € par projet. Il y a beaucoup de gens qui prêtent 20 €, parfois même 10. Et donc, simplement, la problématique de ce seuil de 1 000 €, c'est que finalement, il empêche ceux qui ont les moyens de prêter plus de le faire. C'est pas que c'est ça le sujet. Donc relever ce seuil. Deuxième élément qu'on avait évoqué, mais qui est un élément récurrent de l'association, qui est de dire que le financement participatif, en tout cas à travers les IFP, est aujourd'hui ouvert aux personnes physiques, et nous souhaiterions qu'il soit également étendu aux personnes morales, parce que il y a un certain nombre d'intervenants, investisseurs institutionnels, sociétés qui pourraient souhaiter, pour partie en tout cas, contribuer au projet. Et le troisième grand champ qu'on a évoqué dans ces propositions, c'est une dimension fiscale, puisque le prêt ne bénéficie d'aucun avantage fiscal, puisque c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et pour autant, c'est une activité qui permet de flécher de l'épargne vers l'économie, ce qui est quand même un des buts, avec une prise de risque associée qui est potentiellement importante. Donc on avait demandé 2 choses. La première, c'était de permettre de déduire les pertes en capital des gains en intérêt, ce qui a été obtenu à la fin de l'année dernière. Et la deuxième chose, c'était d'avoir peut-être un abattement sur les quelques premiers milliers d'euros d'intérêt sur l'impôt sur le revenu pour favoriser cette prise de risque. Voilà.
Bien, nous verrons si Emmanuel Macron répond à vos demandes tout à l'heure en fin de matinée. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Nous allons laisser la place au prochain pitch.